D'abord, merci d'avoir accepté mon Avec invitation. plaisir. Franchement, c'est super chouette. Est-ce que pour commencer en douceur, tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer un peu ton parcours? Donc, je m'appelle Julien Barrault. Donc là, j'ai 30 ans et actuellement, je suis chef de cabinet à la ville de Namur pour une échevine, Charlotte Déhomme, qui a la compétence tourisme, fête et commerce dans son portefeuille de compétences ici à la ville de Namur. Donc, je fais ici ça depuis 6 mois et avant, je travaillais pour la présente échevine et avant, j'ai travaillé en politique pour un député fédéral et qui est devenu ministre, David Clarinval. Donc, ça fait grosso modo 5 bonnes années que je suis en collaborateur avec une personnalité politique à plusieurs niveaux de pouvoir, donc c'est ça qui est assez enrichissant. Et avant cela, j'ai fait des études de sciences politiques à Louvain-la-Neuve. Et engagé en politique sur le côté depuis 7 ans aussi dans ma commune, en tant que chef de groupe de l'opposition d'une liste dans ma commune d'Onwé. Euh, Selon toi, c'est quoi les préoccupations des jeunes en Belgique aujourd'hui? C'est quoi qui les touche le plus? Alors moi je dirais que c'est une question difficile parce que une de mes réflexions c'est qu'il est difficile de toucher les jeunes, qu'ils s'intéressent. Donc ça c'est vraiment quelque chose, voilà, il y a des jeunes qui sont fort intéressés par certains sujets, il y a eu beaucoup de climat il y a 4-5 ans, donc voilà c'est venu par vague, mais de manière générale je trouve que c'est difficile d'intéresser les jeunes à des sujets d'actualité. Donc voilà, les gens, rapidement les jeunes s'en foutent, mais voilà c'est un constat, c'est pas une critique, ou sont préoccupés peut-être par d'autres choses, mais c'est assez difficile de toucher les jeunes et de les intéresser aux choses. Et alors, comme je dis toujours, peu importe les opinions politiques, la première chose que je dis à un jeune, c'est intéresse-toi à un sujet, mais tu compares les opinions. Tu n'écoutes pas juste un relais sur Facebook ou sur TikTok, tu vas t'informer sur ce sujet-là, et ça passe pour moi par lire des livres ou écouter des documentaires. Donc c'est essayer de se documenter le plus possible pour s'approprier le sujet. Comme tu le sais, le nouveau gouvernement Arizona a pris ses fonctions il y a très peu de temps. Est-ce que tu penses que ce nouveau gouvernement va répondre aux besoins des jeunes? Alors, c'est complexe comme question, parce que le gouvernement fédéral, on va dire comme ça, il traite un peu tous les sujets. Donc ça va toucher tous les Belges dans leur vie de tous les jours. Là où les politiques dites de la jeunesse touchent donc plus les jeunes, c'est plutôt la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc avec les études, l'enseignement, l'aide à la jeunesse aussi. Donc c'est plutôt à ce niveau-là. Donc moi je dirais que le gouvernement fédéral ne va pas toucher directement les jeunes. Mais par contre, ça va avoir un impact sur quel monde on aura dans 20 ans en Belgique. Là, ça va toucher les jeunes, mais tout aussi que les personnes âgées. Hein. Mais quelqu'un de 75 ans aujourd'hui sera moins touché par les réformes de l'Arizona que quelqu'un comme toi qui a 18 ans ici maintenant. Ben, quand tu auras 30 ans, ben, tu vivras dans une époque après le gouvernement Arizona, donc tu seras un peu plus touché par les réformes. Mais en toi, en tout ce qui te concerne, par exemple, si on prend un jeune de 18 ans, là où il y a l'essentiel, c'est au niveau de la Fédération de Bruxelles que les choses se passent. Euh, Là, si tu étais à la table du gouvernement wallon ou de n'importe quel gouvernement, ça serait quoi les trois sujets sur lesquels tu appuierais pour que la vie des jeunes se passe mieux? Alors, là, il y a plusieurs choses. Quand on est jeune à 18 ans ou jeune à 30, 25 ans ou 30 ans, on n'a pas les mêmes préoccupations, mais je vois un fil rouge. La première, c'est les études. Donc, que les jeunes puissent avoir accès aux études de leur choix. Alors, on peut en faire un débat, de quoi comment, mais ça viendra plus tard. Donc, la première préoccupation, les études, et qu'ils puissent mener les études dont ils ont envie. Ça, c'est important. La deuxième, c'est après les études, c'est de pouvoir acheter un bien immobilier. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Moi, maintenant, j'ai 30 ans, mais depuis plusieurs années à la sortie des études, qu'un jeune en couple, en ménage ou seul, parce qu'il y a pas mal de jeunes seuls, on se marie moins qu'avant et donc on achète aussi plus de biens immobiliers seuls, puisse acheter quelque chose plutôt que de devoir louer un bien immobilier. Donc c'est la capacité qu'ont les jeunes à pouvoir investir dans de l'immobilier et de s'installer dans une maison, un appartement, un studio, quelque chose, d'avoir quelque chose pour eux, pour avoir ça dans la vie. Ça c'est vraiment une très grosse préoccupation je trouve. Et alors la dernière, qu'elle vient en fil rouge, c'est le pouvoir d'achat des jeunes. Et donc quand on a fini un petit peu tout cela, toutes les dépenses, ben, que le jeune puisse avoir encore de l'argent pour le dépenser. C'est quelque chose qui touche toutes les catégories de la population, mais ça touche aussi les jeunes, de pouvoir, je vais dire, boucler les fins de mois, d'autant plus si on corrèle cela avec un prêt hypothécaire. On va parler un peu maintenant de l'éducation. Le décret paysage a fait beaucoup parler dernièrement, notamment avec la FEF juste avant les élections.
Qu'est-ce que tu penses de ce décret? Est-ce qu'il va aider les jeunes ou au contraire non? Alors, maintenant, comme je t'ai dit, j'ai 30 ans, donc moi j'ai déjà vu ces discussions-là au moins 5 fois, puisqu'on a parlé, à l'époque c'était Marcourt, le ministre donc dans les années 2010, qui a fait une réforme du décret qui est dit paysage, et puis on est revenu dessus, et puis maintenant on repart dans un sens ou dans l'autre. Donc ce sont des choses qui de manière générale sont cycliques, ou quand un ministre veut réformer quelque chose, parce que c'est assez complexe, et parfois il faut s'attaquer à des choses. Ce que je déplore, moi, c'est vraiment le rôle de la FEF, qui a ici même plus un rôle de représentant des étudiants de manière saine, mais vraiment un rôle politique où ils sortent des chiffres en pleine campagne électorale qui n'ont toujours pas été étayés ou prouvés aujourd'hui. Et quand on leur demande, ils répondent, c'était à la radio il y a 3 semaines, ah ben personne n'est venu avec d'autres chiffres. Ben, c'est pas pour autant que vos chiffres sont bons. Donc il faut à un moment donné prouver sur ce qu'on avance. Et ça a été instrumentalisé politiquement au mois de mai dernier pendant les élections. Donc ça c'est une chose. Maintenant sur le fond du dossier, il est complexe et demande d'analyser les situations. Quand on regarde un petit peu, ben, il est nécessaire qu'à un moment donné d'aider les étudiants à se réorienter. Quand vous êtes en échec une première fois, ben, il faut avoir accès à toute une série d'aides, donc c'est-à-dire des monitorats. Par exemple, un étudiant qui est en première, qui rate 4 examens sur 6 en première, à Noël en première bachelier, eh bien, il faut un accompagnement en lui disant ben, tu vas pas remettre tes 4 examens au mois de juin, répartis-les avec le mois d'août. Ça c'est un schéma type. Mais donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment un accompagnement. Pour moi c'est la clé, un accompagnement de la part de l'UNIF et au niveau des remédiations pour les vraies. Parce que c'est souvent en première que les clés de la réussite sont là. Si tu passes la première, ben, généralement tu es lancé. Et alors, de pouvoir à la fin de la première aider vraiment à la redirection de l'étudiant. Donc s'il rate ses études avec une certaine marche, te dire ben voilà, redirige-toi plutôt là. Et donc de vraiment travailler là-dessus plutôt que de permettre, et c'était le problème, la faiblesse, de permettre de traîner des crédits au fur et à mesure des années et de se retrouver. Moi j'ai été encore dans la fin du décret Marcourt, donc on se retrouvait en arrivant en master avec des crédits de cours de néerlandais de première bachelier où j'avais passé 14 fois l'examen et je ne l'ai réussi qu'en master puisque je devais le réussir pour avoir mon diplôme. Donc c'était des situations complètement ubuesques et ridicules et donc il faut arrêter ce genre de situation. Et donc on pouvait traîner des petits boulets comme ça, 3-4 boulets jusqu'à son master. Il faut être raisonnable, c'était pas logique. Donc il faut réformer, mais pour réformer, il faut expliquer les choses, il faut prendre le temps, et des acteurs comme la FEF ne prennent pas le temps de venir autour de la table. Moi j'ai été représentant étudiant pendant 5 ans, j'ai été à la même table que les gens de la FEF tous les mois avec l'université et aussi les représentants du gouvernement. Et ces gens ne sont pas dans la construction, ils sont dans le combat politique, d'essayer dans la revendication. Et à un moment donné, on part dans tout et n'importe quoi. Et ça déforce même, pour moi, j'en suis convaincu, les étudiants d'être représentés uniquement par la FEF. Ça les déforce. À l'époque où j'étais représentant étudiant, il y avait un deuxième syndicat qui s'appelait l'UNECOF, qui maintenant n'est plus. Et au moins, il y avait une pluralité dans la représentation étudiante. Il y avait même des universités comme Liège. Je me souviens qu'ils décidaient de ne pas s'affilier ni à la FEF ni à l'UNECOF, mais d'être représentés tout seuls, parce qu'ils voulaient faire entendre leur voix. Donc là, ça manque très clairement de pluralité, et ce qui fait que les représentants étudiants ne sont pas forcément les bons acteurs vis-à-vis du monde académique, mais du monde politique. Il y a un vrai problème là-dessus. Tu disais qu'on pouvait traîner des boulets jusqu'au master, ce qui est vrai, mais qu'est-ce que ton parti propose pour que les étudiants puissent justement éviter ces boulets sur leur chemin et puissent réussir quelle que soit leur situation? Bien, le parti, donc c'est la réforme qui a été proposée par Madame Glatigny, donc la première législature, c'est de pouvoir, alors là c'est un mot qu'on n'aime pas, c'est de durcir les conditions pour pouvoir passer d'une année à l'autre. Mais si à un moment donné on ne les durcit pas et qu'on laisse passer les étudiants avec des boulets, c'est pas leur rendre service pour moi. Moi j'estime pas qu'on m'a rendu service en me faisant passer mon cours de néerlandais jusqu'en master. Et à un moment donné, on aurait dû me mettre plus fermement, non, écoute, si tu ne réussis pas cette année-ci ton cours de néerlandais, ben, tu ne passeras pas en master, tu perdras une année. Et donc à ce moment-là, ben, j'aurais peut-être mis les choses en place pour pouvoir le réussir dans les 6 mois. Donc en fait, il faut, là c'est le mot durcir les conditions, passer d'une année à l'autre, mais il faut surtout accompagner correctement les élèves. Ça c'est pour moi la clé. Ça prend beaucoup de temps et les universités ont du mal à gérer ce flux, mais de pouvoir avoir un accompagnement quasiment individualisé. Donc c'est là pour moi que ça doit être traité, mais c'est quelque chose qui est très complexe à mettre en œuvre. Et donc ici, il faut déjà voir, quand on fait une réforme, ben, il faut laisser 1 an, 2 ans pour en juger les effets, et puis réévaluer. Et donc en fait, en changeant tout le temps, en fonction, parce qu'ici ça a été changé dans l'autre sens,
Il faut laisser un petit peu de temps à ce sujet-là et pouvoir réguler les choses. Tu t'en parlais tout à l'heure, les jeunes se sont beaucoup mobilisés pendant les marches pour le climat. On le sait, le changement climatique est une vraie préoccupation pour beaucoup de jeunes. Quel est ton avis sur le sujet et est-ce qu'il faut accélérer la transition climatique en Belgique? Alors, pour répondre à la fin de la question, je ne pense pas qu'il faut accélérer la transition climatique en Belgique. De manière générale, il y a deux choses. Moi, je trouve que il y a tout ce qui est climat, idéologie du climat, que moi je ne partage pas, je ne mets pas d'avis là-dessus. J'en reste à une position, c'est la protection du cadre de vie. Le cadre de vie dans lequel on vit, comme ça porte son nom, on doit le respecter, donc c'est-à-dire ça part de l'éducation, ne pas jeter ses papiers, ses canettes dans la pelouse ou dans les chemins, mais aussi tout faire pour le préserver, donc c'est-à-dire ne pas construire des usines dans des champs, pour caricaturer, donc ça parle des normes urbanistiques. Donc ça c'est ce qu'on peut faire à notre échelle d'une ville ou d'une commune ou de la région wallonne par exemple. Et alors après, vous avez au niveau fédéral tout ce qui est objectif au niveau de la politique énergétique, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on se fournit en énergie. Est-ce qu'on va vers du pétrole? Est-ce qu'on ouvre des centrales à charbon? Donc, ici, ça fait en Belgique quand même pas mal de temps qu'on n'a plus de centrales à charbon qui était l'énergie la plus polluante. Le nucléaire, pour moi, est l'énergie dans laquelle on doit investir. Alors là, il y a un gros point de friction politique entre gauche et droite, pour le dire platement. Pour moi, les centrales à gaz proposées par Écolo étaient une très mauvaise idée. On doit continuer à investir dans le nucléaire, puisque le nucléaire et on le voit aujourd'hui avec la géopolitique, le nucléaire est une des rares technologies qu'on maîtrise en Europe. En France principalement, donc on sait fabriquer des centrales nucléaires. On voit ici avec la défense, on ne sait pas fabriquer des avions de chasse en Belgique, en France, en Europe. Et donc on est dépendant de quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment la clé des géopolitiques internationales, c'est pouvoir, au sein de l'Europe, parce que pour moi la Belgique toute seule ne peut pas y arriver, c'est une utopie, mais au sein de l'Europe avoir des connaissances. Et donc on a la connaissance pour fabriquer des centrales nucléaires. Donc on doit travailler sur le mix énergétique comme on le propose maintenant. Et alors pour répondre sur le fond de la question, au niveau climat, que fait-on aujourd'hui, c'est ça un peu la question qu'on se pose. Ben, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. C'est les relations internationales. Des pays comme l'Inde, comme la Chine, mais aussi comme l'Afrique, quand on extrait des minerais en Afrique, ou aux États-Unis ou au Brésil, polluent beaucoup plus que nous. Et la Belgique ne sait pas les contraindre. Donc c'est un travail de sape qui se fait chaque année lors des COP, où l'Europe essaye d'arriver unie et dire ben voilà, il faut que les États-Unis, le Brésil, la Chine, ben vous arrêtez de forer dans votre sol par exemple. Mais on le voit ici avec Trump, enfin, on pourrait être tout bien intentionné en Belgique et malheureusement ça s'arrête un peu là, mais pouvoir raisonner un type comme ça en disant non, forer du gaz de schiste aux États-Unis, c'est peut-être pas la solution la meilleure pour protéger la planète. Mais là, je pense qu'aucun des partis en Belgique n'a notre réponse toute faite pour faire. On fait déjà ce que l'on doit, je pense, chez nous en Belgique. Alors après, il y a des petites questions où ça mériterait de remettre en toute sincérité, c'est un avis personnel, la question sur la table, comme la consigne des canettes par exemple, qui est un truc voilà, qui pourrait revenir en débat. Je pense que ça mériterait le débat. Mais après, pour le reste, en Europe, ne pas ouvrir de nouvelles centrales polluantes au charbon. L'Allemagne est sortie du charbon, je pense que la Pologne y en a encore, mais essayer d'avoir en Europe déjà quelque chose de sain, et puis pour travailler pour les autres pays, mais c'est pas vraiment quelque chose de facile. On va parler un petit peu de géopolitique. On en entend beaucoup parler pour le moment. L'Europe a décidé de se réarmer. Est-ce que tu penses qu'on doit augmenter notre budget pour la défense en Belgique? Alors tout est dans la géopolitique, c'est bien, on passe d'une question à l'autre, parce que malheureusement, heureusement, tout est lié. Alors, sur la question brute, je dirais oui. Pourtant, voilà, moi c'est un avis personnel, j'ai jamais été toujours très convaincu des investissements à faire dans la défense, sachant que ça coûte beaucoup d'argent pour au final quel résultat. Moi j'ai pas connu de guerre, donc voilà, on voit en Ukraine, mais par rapport à une génération avant qui a connu la guerre avec l'Allemagne dans les années 40, donc voilà, on n'a pas les mêmes sensibilités, même encore la guerre froide. Moi j'ai pas connu la guerre froide dans les années 80 avec la Russie. Ici on voit la guerre en Ukraine. Bon, donc on doit changer de façon de penser et dire qu'est-ce que l'on fait si la Russie nous attaque. La première chose, et ça c'est un point de vue défendu par Georges Boucher que j'apprécie beaucoup, c'est la cybersécurité. C'est la première chose maintenant, c'est la première guerre. On va pas, voilà, il y a des armes conventionnelles. Alors c'est sûr que si on a un bouclier antimissile européen, ben voilà, on peut bloquer les missiles, un peu comme il y a en Israël pour les missiles. Mais la première chose c'est la cyberdéfense, donc d'être capable
de se défendre aux millions d'attaques russes, pour en citer un exemple. Et après, ça doit pour moi se réfléchir à 100% à l'Europe, et donc d'avoir une armée, si pas européenne, mais interconnectée. Donc c'est-à-dire que à ce moment-là, la Belgique va investir beaucoup dans des défenses anti-mines, donc se perfectionner dans le déminage, tandis que les Pays-Bas vont se perfectionner dans d'autres choses. La France, c'est plutôt les hélicoptères et les avions de combat. Donc que chaque pays puisse se spécialiser dans un domaine pour qu'on soit ensemble, qu'on ait une armée qu'il faudrait honnêtement atteindre la taille de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Ça, c'est s'il faut, mais ça se fera ensemble en Europe. C'est pas quelque chose que la Belgique doit elle-même réinventer. Et donc ici, moi je plaide pour que les discussions soient européennes. Et après, évidemment, on devra faire un effort financier pour se mettre à niveau. Mais voilà, ça c'est encore une question qui va nous occuper pendant plusieurs mois. On en a entendu beaucoup parler pour le moment, le service militaire. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes se demandent si il va y avoir un retour d'un service militaire obligatoire. Est-ce que tu penses qu'un service militaire obligatoire, ça pourrait être utile à la Belgique? Alors moi je pense que c'est une excellente idée, alors peut-être pas d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue civique. Le service militaire permet aux jeunes d'avoir un cadre. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont de moins en moins de cadres, donc c'est-à-dire une éducation des parents ou à l'école, que c'est de plus en plus compliqué d'avoir une éducation. Et un cadre autour duquel le jeune va commencer à partir de 12 ans jusqu'à, mettons, 20 ans, à se construire par lui-même. Et donc l'armée, par le service militaire, comme on parle ici, permettait d'avoir ce cadre. Et même physiquement, que le jeune fasse des exercices physiques, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Et donc de se maintenir, ne fût-ce qu'en bonne condition physique à la sortie de l'adolescence, déjà rien que pour ça, je le ferai. Et alors deuxièmement, de pouvoir avoir une instruction qui soit sur certaines choses de la vie. Moi je pense qu'on doit remettre le service militaire, alors pas comme il y a 50 ans, soit plutôt vers un service civique, qu'on apprenne des choses qui soient utiles à la société, qu'une partie... On va parler un peu de la participation politique des jeunes. Tu le disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes sont un peu déconnectés de la politique. Comment ton parti prévoit de les impliquer davantage? Alors, je ne sais pas s'il y a une règle toute faite, encore une fois, là, dans le programme des jeunes MR ou du MR. Mais en tout cas, le point de vue, c'est d'être sur le terrain présent pour pouvoir aller à la rencontre des jeunes. Et moi, en tant que responsable des jeunes MR pour la province d'Amur, c'est de faire des événements qui fassent venir des gens, donc qui attirent les jeunes. Donc que ce soit des conférences, et des conférences avec plusieurs partis politiques pour attirer du débat. Ça, je pense, c'est une des premières choses. Des rencontres avec des personnalités politiques, des ministres, des députés, des visites sur le terrain, que ce soit une entreprise, une visite touristique ou une visite, d'une SBL à but social. Et donc comme ça d'avoir un panel d'activités qui permettent d'attirer les jeunes et de pouvoir discuter avec eux, échanger, ça se passe très bien. Le 9 juin dernier, pour la première fois, les jeunes de 16 ans et plus ont pu aller voter. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'au contraire tu trouves que c'est trop tôt? Moi je suis convaincu que c'est une bonne idée. Après, dans le parti, je sais que les opinions divergent. Je crois qu'au niveau des jeunes, on était plus favorable. Au niveau du parti politique, ils étaient moins favorables. Alors il y en a qui vont t'expliquer toutes sortes de raisons. Moi je pense que c'est une bonne idée. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de l'éducation du jeune. Si c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre de rien, et tu as 16 ans, on te donne le droit de vote, ça ne donne rien. Mais quelle garantie j'ai qu'il en avait quelque chose à faire en 18 ans, donc c'est très variable. Donc il y a des jeunes qui sont très intéressés à 16 ans, qui s'informent, qui se documentent. Et comme tu en as à 18 ans, comme tu en as qui ne s'informent jamais, donc tu as quelqu'un de 40 ans qui ne s'est jamais informé de rien, qui n'en a vraiment rien à faire de quoi que ce soit, il a le droit de voter aussi. Donc ce biais-là n'est pas très... Donc moi je pense qu'au final, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'accorder le droit de vote. On va revenir un peu sur les questions internationales. La guerre en Ukraine a fait beaucoup parler, notamment suite au discours de Trump. Est-ce que la Belgique gère bien cette situation et est-ce qu'on devrait aider l'Ukraine davantage? Moi je pense que la Belgique, on est à notre place, disant qu'on est un pays membre de l'Europe, mais on n'est pas non plus une grande puissance comme la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Et donc s'agiter toutes les semaines, c'est très bien, hein, Macron, Steinmeier et maintenant le nouveau Merz en Allemagne, donc ça doit être leader ça, et nous fatalement on les suit.
la Belgique, comme le Luxembourg, comme je vais dire moi, d'autres pays comme l'Autriche même, voilà, qui sont un peu plus grands que nous, ben, on suit les leaders, ce qui est un peu normal, on ne va pas non plus... Donc je pense qu'on fait ce qu'on doit faire dans le cadre de l'effort européen pour soutenir l'Ukraine. Faire plus est toujours possible comme faire moins, mais ça demande des investissements financiers colossaux que l'on n'a pas comme ça en claquement de doigts, on le voit maintenant. Donc je pense qu'on doit continuer à être là, soutenir l'Ukraine. Donc on est pour moi dans le bon mouvement. On va parler un peu de la Palestine. Ça a fait beaucoup parler, et notamment euh, au sein de votre parti, puisque dernièrement, votre président a parlé de ce sujet-là lors d'une conférence à l'UC Louvain, si je ne me trompe pas. Quelle est ta position par rapport à ce que beaucoup d'experts qualifient de risque génocidaire? Déjà sur la conférence, moi ça me permet de souligner que c'est très bien ce genre de conférence. Moi je faisais partie du Code citoyen donc, qui a organisé la conférence. Le Code qui a pour but de sensibiliser les jeunes à l'actualité, aux questions politiques. Et donc c'est vraiment, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, le genre d'initiative que moi je soutiens. Et dans le Code citoyen, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas avoir de carte politique. Donc c'était à ce moment-là, moi il y a 10 ans, j'étais pas encore engagé dans un parti politique, et d'organiser. Et donc on voit le succès, c'était plein, et on voit les débats, donc c'était très bien. Sur le fond du dossier, c'est très difficile de parler de ce dossier-là la tête froide. C'est ce que moi je dénonce déjà aussi. Il y a souvent des billets de l'un ou de l'autre. Vous savez, moi dire qualifier un génocide, je ne m'estime pas suffisamment armé pour qualifier un génocide. Ça doit se faire dans un tribunal ou par des personnes, des professeurs d'études, des professeurs universitaires pardon, qui peuvent le faire. Il faut faire très attention dans cette question-là. Il y a la vague émotionnelle. Moi, souvent, c'est une question générale. Quand il y a 1000 morts en Israël, on en fait un écho très fort par rapport à 1000 morts au Congo, 1000 morts en Birmanie ou ailleurs sur la planète. Donc, il y a aussi cet écho-là. Et souvent, quand on répercute ces choses-là, il y a un biais en disant il y a le bon, il y a le méchant, et parfois c'est pas le même. Parfois c'est le méchant Hamas, parfois c'est le méchant Netanyahou. Et donc c'est très très sensible. Moi je pense que un mort est un mort de trop. Donc déjà ça c'est un point de vue. Mais il faut à un moment donné pouvoir régler cette situation-là et continuer comme on l'est actuellement avec le Hamas à Gaza, c'est pas la bonne solution. D'ailleurs, je le disais ce week-end dans la presse, que les Gazaouis se révoltent contre le Hamas parce que, comme au Liban, ils se révoltent contre le Hezbollah, d'avoir des gens qui ont un point de vue idéologique religieux pour se gouverner, pour moi c'est trop. Donc que ce soit à cet endroit de la planète ou ailleurs, mais c'est déjà pas un bon point de vue. Et donc il faut on échanger le logiciel, et je pense que toute la question part d'un découpage territorial qui a été fait après la colonisation, entre les grandes puissances, donc c'était la France, l'Angleterre. Et donc vous avez une enclave là, vous avez un territoire, et puis vous avez encore une deuxième enclave, la Cisjordanie. Et donc évidemment que les choses ne vont jamais aller si on continue avec ce découpage territorial. Et alors l'idée de Trump est farfelue, hein, avec Trump Gaza, c'est très farfelu, mais on ne doit pas tourner ça en dérision, on dire en fait c'est quoi le problème? C'est qu'il y a un découpage territorial qui pose problème. Et donc vous avez une petite enclave là qui est vraiment enclavée, hein, ça porte son nom. Et donc comment est-ce que cette enclave se construit pour vivre? Parce que vous êtes barré de tout, vous avez face à un territoire, donc voilà, quelle solution on apporte? Et vous avez à côté la Cisjordanie, vous avez des coupages comme dans un gruyère, les colons palestiniens qui viennent en Cisjordanie. Donc à un moment donné, moi je me pose la question, on ne peut plus continuer comme ça, on doit mettre tout le monde autour de la table. Ça avait été fait à Oslo en 91 pour les accords de paix, mais ça n'a pas tenu. Quand vous avez des accords comme ça, il faut, je veux dire, une force de dissuasion, c'est un peu comme en Ukraine, pour que les parties respectent l'accord. Et donc, si vous n'avez pas des gens qui vous fassent malheureusement un peu rappeler à l'ordre, disant là il y a l'accord, vous allez trop loin, il n'y a pas d'accord. Et donc c'est là-dessus qu'on doit vraiment travailler, c'est un grand accord multilatéral, avec toutes les parties autour de la table, Israël bien entendu, mais aussi les Palestiniens. Et pour moi, c'est l'OLP, la variante de l'OLP, donc l'Organisation des Palestine de Mahmoud Abbas en Cisjordanie à l'heure actuelle, qui doit être l'interlocuteur, ou recomposer une force de représentation palestine. Mais le Hamas, pour moi, n'est pas du tout un interlocuteur. Ce sont des gens, ce sont des terroristes, comme on a condamné. Les mêmes qui viennent faire des attentats à Bruxelles, hein, c'est la même chose. C'est à partir d'un point de vue religieux, d'imposer son point de vue, et encore ils ne sont pas, tout le monde n'est pas d'accord entre eux dans les mêmes religions,
et de l'imposer par la violence et la terreur. C'est ça un terroriste, c'est la terreur. Et donc, quand, je suis désolé, moi quand tu es un représentant de cette façon-là, que tu mets tes bureaux sous une école, à un moment donné, dire ah ben on vient bombarder l'école, t'en es fautif autant. Alors autant que la personne qui bombarde, ça c'est des questions qui méritent débat, mais à un moment donné, il faut reconnaître qui est l'agresseur et l'agressé là-dedans. L'agressé, au début, a été, il y a 1 an et demi, le Hamas qui a lancé une agression sur Israël, donc ils ont attaqué un festival de musique, ce qui est la même chose que si on avait 150 terroristes qui débarquaient en 4x4 à Tomorrowland. Hein. C'est à ça qu'on a assisté. Hein. Donc voilà, c'est une question complexe. Dire Israël, tu es tout gentil, tout beau, tout propre, non. Parce que s'il y a des dirigeants politiques qui abusent de la loi et de l'ordre, je crois que M. Netanyahu n'est pas du tout quelqu'un qui est tout à fait droit dans ses bottes. Mais de dire le Hamas de la même façon, tu es le chevalier ardent défenseur de Palestine, non plus. Donc c'est des questions qui sont complexes et qu'il faut résoudre autour de la table. Voilà, ça c'est... Des négociations. Des négociations. On a vu à Oslo dans les années 90, ça a pris beaucoup de temps, mais moi je crois en fait il faut des dirigeants politiques éclairés. Et à ce moment-là, je pense que c'était Yasser Arafat et Ariel, non c'est pas Ariel Sharon, je ne sais plus le nom de l'Israélien, mais en fait il faut des gens avec une certaine grandeur qui veulent avancer. Et parfois, malheureusement, Netanyahu ici ne veut pas avancer, lui. Lui, il veut continuer la guerre pour ne pas avoir une situation stable où la justice de son pays le rattraperait pour ses affaires. Donc c'est comme si vous aviez ici en France, vous avez des personnalités politiques, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, et qu'on profitait, on va faire une guerre, comme ça on arrête la justice et on ne s'occupe pas des... Donc ça n'a aucun sens. On va revenir un petit peu une dernière fois sur notre nouveau gouvernement. Ouais. Ils ont proposé plein de réformes, que ce soit au niveau wallon, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore au niveau fédéral. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement choqué ou au contraire que tu trouves particulièrement intéressante ? C'est une question très complexe. Moi, il n'y en a pas une qui m'a choqué dans un sens ou dans l'autre. Honnêtement, et c'est un point de vue qui est beaucoup plus exprimé en Flandre. Quand on regarde l'Arizona, par rapport à ce qu'il y avait les précédents gouvernements, donc que ce soit la Vivaldi, mais surtout le gouvernement régional en Flandre, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport aux mesures qui sont prises en faveur des uns ou des autres. Mais ici, il y a un contexte budgétaire au niveau fédéral qui nous rattrape, et donc les choses doivent être plus fermes. On doit fermer malheureusement certaines vannes des robinets, puisque l'argent ne tombe pas du ciel, et donc la situation fait qu'on doit assumer. Au niveau gouvernement wallon, de la même façon, il y a beaucoup d'argent qui a été utilisé. Moi, je dénonce une gabegie vraiment d'avoir dépensé au niveau de la région wallonne beaucoup d'argent sans queue ni tête. Et moi, ce qui m'a interpellé personnellement, c'est au niveau des primes, la gestion des primes à la rénovation. Donc ça touche moins les jeunes de 18 ans, mais quand tu vas devoir acheter un appartement ou un studio ou une maison à 25 ou 26 ou 30 ans, tu vas souvent devoir le rénover un petit peu de manière énergétique. Et donc ça te touche. Donc moi ça m'a touché. Mais ce que je dénonce là, c'est l'incompétence du précédent gouvernement et donc du précédent ministre qui lance un projet, mais qui n'est finançable que pour 1 an. Non, les primes, c'est un contrat de 8 ans. Et donc tu dois prévoir le financement sur 8 ans minimum. Et donc là, dire qu'il était prévu pour 1 an, là c'était une arnaque et c'était se foutre de la gueule des gens. Et maintenant, le gouvernement doit s'assumer de dire non, regardez, c'est la 2e année, on n'a déjà plus d'argent. Et donc on doit réduire, paf, de moitié la prime, et donc c'est sûr que les gens ne sont pas contents. Mais ça a été une arnaque, je le dis clairement, une arnaque des écolos du précédent gouvernement. On est déjà à la fin de l'interview. Si tu pouvais envoyer un message aux jeunes, là maintenant, ce serait quoi ? Eh bien, engagez-vous, mais pour s'engager, informez-vous. Et donc, malheureusement, les réseaux sociaux sont très bien, c'est accessible pour tout le monde, mais il faut aller travailler le contenu. Déjà, avoir des médias un peu plus surveillés, enfin, pas plus surveillés, c'était pas plus avec du contenu où il y a, c'est pas surveillé, c'est vérifié, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et donc, on va déjà regarder un peu plus, comme il y a Brut, il y en a plusieurs qui font ça. Go Decrypt, par exemple, que moi je recommande. T'as la version un peu plus ancienne qui est dessous des cartes sur Arte.
Informez-vous sur des sujets comme ça. Allez, donc si tu t'intéresses à la Palestine, Israël, le Hamas et tout cela, le Moyen-Orient, tu vas voir les dessous des cartes et tu vas regarder un petit peu et on comprend les choses qui ont été décidées dans les années 40. Et puis, donc la première chose, c'est informez-vous et pour après s'engager, être un peu acteur, en tout cas ne pas en avoir rien à foutre. Voilà. Très bien, eh bien merci Eh beaucoup. merci à toi.